Et bien voilà qui clôt la partie APC. Je vais invoquer de nouveau l'ami Tréa pour continuer notre chemin parce que il semblerait qu'il s'intéresse de plus en plus, pas encore au catch français. On espère qu'on l'aura un petit peu hypé avec notre petite critique chronique, mais à l'AEW, donc la All Elite Wrestling, qui évidemment la semaine où je me décide de me dire ah bah tiens si je regardais All Wrestling Dark, bah était bien merdique à part un truc, à savoir une promo de Scorpio Sky qui est en mode ouais, Scorpio. qui fait dans la sobriété et qui, en plus de gagner son match, vient, pose une chaise au milieu du ring et fait bon les gars, on va arrêter les conneries parce que je suis un peu au-dessus de tout. Je suis le seul à avoir battu Chris Jericho. Il y a eu que John Moxley qui l'a battu à part moi. Donc voilà, quand est-ce que vous allez pas faire de moi un franchise player de l'AEW Dark, parce que je suis bien sans insulte pour la l'AEW Dark, je suis bien au-dessus quand même de tout ça. Et oui, effectivement, il bat Will Hobbs, qui est un beau bébé, hein, en 1 minute 12. Et il nous fait ce très joli arc, tchatch, voilà. Et ça me permet aussi de souligner, avant de passer à l'AEW, que j'ai de plus en plus Taz en sympathie. À ma grande surprise, il est très très drôle sur les AEW Dark, notamment certains arcs qui ont été soulignés dans le dernier Botchamania, avec je sais plus le poids du bas du corps qui était très prononcé chez le librarian, et qui avait fait une espèce de fou rire un peu scabreux de Taz face à Shivani ou Excalibur, je sais plus. Et voilà, je sais pas, il y a une espèce de sympathie du mec en commentateur qui marche vraiment bien, depuis qu'il a mis aussi de l'eau dans son vin et qui fait de lui, qui n'est pas j'allais dire un impresario, un agent intouchable à la Paul Heyman. J'aime bien. Le mec est très humain et ça marche vraiment bien pour moi. Et par extension, bah, ses clients gagnent en sympathie à mes yeux. Ce qui nous amène donc au show de la EW. Bah écoute Félix, j'ai beaucoup beaucoup parlé pour introduire les différents matchs. Je te laisse souligner les shows qui te semblent dignes d'intérêt. Et voilà, je te laisse driver. Nous sommes partis. Bah déjà, on commence direct. Cache pistache. Avec un 6 contre 6 quand même. Excusez du peu. Donc l'ordre sombre de Monsieur Brody, Evil Uno, Stu Grayson, Five, et puis un Nobody. Nine et Stu Grayson, ouais. Nine. Donc je pense, j'ai pas compris en fait pourquoi. À la base, ça devait être donc Ten. C'est le chevalier du Dark Order qui avait été élu et mis à genoux par Arthur, et en fait c'est Brody Lee, l'Arthur de l'histoire. Ouais. Surtout que le Ten en question, bah, il était aux abords du ring avec donc l'autre membre du Dark Order qui est Anna Jay, la seule membre féminine. Et donc j'ai compris, je pense qu'il voulait juste avoir quelqu'un dans le match pour prendre tous les coups et pas en mettre. Et puis il y a Colt Cabana aussi qui n'est pas compris officiellement, mais qui vont se faire un plaisir de gagner des matchs avec eux. Parce qu'ils ont effectivement battu The Elite, donc Adam Page, Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson, et puis le duo de Cash Wheeler et Dax Harwood. Les boys. Deux choses pour moi. J'ai beaucoup aimé la fin de match. Vraiment, elle était super bien orchestrée. Et puis, le coup final de Brody Lee était non seulement impressionnant, mais en plus, sa victoire sur Adam Page, ça participe à leur storyline entre les deux, de Adam Page qui prend un peu le Dark Order pour de la merde, alors que le Dark Order le veut absolument dans ses rangs. Donc Brody Lee qui lui montre, tu vois, on est sérieux, nous on gagne. Donc ça, c'était pas mal. Mais par contre, deuxième chose, le public, cette semaine, toi, je crois que tu m'en parlais, Mehdi, en off, il y a quelques jours, mais le public de Dynamite, il devient insupportable. Avant, tous les publics NXT et... avant celui de Dynamite, il était un peu plus naturel. Bon, il y avait de l'enthousiasme, effectivement. Oui. Ça fait 2-3 semaines que c'est insupportable. Ils font partie de la maison, mais il était naturel, il était crédible.
il y avait des moments de pause, des moments de surprise, et on sentait que même si le public était de petite taille, c'était entre guillemets un vrai public. Là maintenant, Depuis l'arrivée de la femme à l'arme. déjà il y a la femme alarme, qui n'est pas encore pire que la femme alarme de l'époque de l'Impact Zone, mais bon, je peux comprendre ton dégoût sonore pour la femme alarme. Ah, je peux Mais plus regarder. En fait, c'est simple, hein, je ne peux plus regarder les catch, les shows de catch actuels sans le son baissé quasiment au maximum. Je je n'entends. pense, je pense que c'est ça que je vais faire, mais moi j'aime beaucoup les Bah commentateurs. moi aussi, mais ça me tue. Mais en fait, c'est vraiment, c'est devenu insupportable. Mais vraiment, j'ai presque des migraines en fait quand j'écoute. Je peux comprendre que moi je l'ai vu, quand moi je l'ai vu, bah, c'était hier soir. Ouais, Euh, le problème, c'est surtout que le son est constant. Il n'y a aucun moment où oui, personne ne crie. Donc, du coup, tout est uniforme. Du coup, ce que tu regardes, c'est un peu aussi uniforme, parce que c'est pas que ce que tu vois en termes d'image, mais c'est aussi ce que tu entends, qui fait la perception globale de ton visionnage. Et du coup, c'est indigeste au possible, parce mm, que il n'y a aucun moment qui est plus important que l'autre, ou plus impressionnant que l'autre, c'est ou ça. justement moins fatigant, ou plus facilement skippable que l'autre, parce que le public est toujours à fond. C'est le même problème que j'avais avec, dans une autre mesure certes, mais que j'avais avec Mauro Ronaldo à NXT, avec ses commentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où c'est un peu plus bas, un peu plus différent d'habitude. Un C'est peu toujours. nuancé quoi. Ouais, voilà, il n'y a pas de nuance, exactement, c'est ça que je cherchais. Donc c'est Ouais. très difficile. Vraiment, là, c'était un point noir pour ce match-là. Déjà parce que c'était le premier, parce que ça allait à fond de balle dès le départ. Mais aussi toute la soirée, quoi. C'était difficile de digérer ce Dynamite, quoi. Ouais, 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 et on le répète, hein, enfin moi en tout cas je le répète, la WWE est pas en reste et c'est insupportable, surtout que les Ah oui, jeunes, c'est des jeunes en plus qui sont dans le public NXT et WWE, sont complètement neuneux, enfin c'est des jeunes quoi, et ils sont en mode, genre t'as l'impression qu'ils sont en spring break quoi, ils tabassent en permanence le plexi, ils hurlent comme des imbéciles, ils font du... T'as une espèce d'entrée un peu stoïque des catcheurs et t'en as un, alors que c'est censé être superposé, qui est en train de faire genre je joue de la air guitare, il s'est pris pour Tanahashi quoi. Enfin voilà, c'est un foutoir. Voilà, c'est une petite parenthèse. encore, j'espère que la EW fera pas l'erreur de le faire, mais encore à la EW, il n'y a pas les. En Le plus du plexi, ouais. hyper cocaïné, il y a pas les sons préenregistrés Ah de vrais oui, rajoutés par-dessus qui te fait vomir des oreilles, quoi. Donc, effectivement. En parlant de vomir, oui. normalement c'est l'apanage de Seth Rollins, mais c'est une autre histoire. Donc pour toi, premier match satisfaisant, Félix? Euh, oui, je vais dire oui, même si le rythme est freiné et puis le côté indigeste n'était pas facile. La fin de match et puis le booking donc de l'issue du match était cool. Donc moi je dirais oui. D'accord. Et toi, Tréa, tu as pu le voir? Non, malheureusement, Non, pas celui-là. malheureusement, Ok. moi j'ai vu surtout vite fait le highlight de la soirée D'accord. Eh ben tout écoute, à l'heure. on reviendra là-dessus avec toi avec plaisir. Next. Euh, on- Donc euh, à moins que tu veuilles dire quelque chose Non, là-dessus. j'allais simplement dire, comme dirait l'autre, ni pour ni contre, bien au contraire, c'est que moi j'ai regardé ce match-là en faisant autre chose. Je sais plus si je cuisinais ou si je faisais le ménage. J'ai pas eu un attachement ou une concentration particulière et j'ai rien eu qui m'a donné envie de rester à le regarder. Donc voilà, j'ai vu des hauts et des bas très clairement. Voilà, pas foufou, moi j'en retiens un truc. C'est un début globalement, je vais te laisser continuer de dérouler, mais c'est un début assez tiédasse, quoi. Hmm. Bah, ça va se poursuivre un petit peu dans le Ouais, show, hein, je veux voilà. dire. Donc juste après, si je me souviens bien. Tag euh, Team Best Friends Oui, contre... oui, oui, mais Ah, juste pardon. après, il y a un setup. Ah, C'est-à-dire que les best friends arrivent dans la voiture, le minivan de oui, la maman de Trent, oui, c'est ça. il la garde bien comme il faut, il la verrouille bien comme il faut, et puis ils vont faire leur match contre Ortiz et Santana, Hmm, qu'ils battent d'ailleurs. oui, Décidément, Ortiz et Santana.
ils sont plus bactères hein, En dans la ce mythe. moment, ouais, c'est pas... Ils vont presque aller dans la low card limite. Hein. Mm. Peu décevant, mais du coup, bah, ce setup un peu incongru amène un blow-off, un pay-off. C'est-à-dire que suite à leur défaite, Ortiz et Santana, qui sont vénères et qui sont, on le rappelle, des thugs, bon, c'est un peu cliché, mais bon, pourquoi pas, hein, arrivent avec leurs armes de thug pour démolir les vitres et le pare-brise, etc. de la voiture, la taguer de partout et un peu provoquer les best friends en disant mais faites gaffe, nous on est des violents, on va pas. Restez mignon, quoi. Bon, voilà, restez mignon, on va pas en rester là nous pour le coup. Mm. Et du coup, plus tard dans la soirée, on a les best friends qui retrouvent la voiture complètement défoncée et qui déclarent un peu la guerre à Ortiz et Santana. Donc, C'est la je sais guerre. pas si ça ira jusqu'à All Out, Mm. mais, Bah, mais en tout cas, j'espère pour Ortiz et Santana, hein, histoire un peu de redorer leur blason, parce que là, j'espère pour eux, ouais. comme tu dis, très très bien, comme dirait là aussi le roi Burgonde. Next. Bah, next alors, tag team match là aussi. Donc encore le Dark Order, décidément, ils sont partout, ils sont sur Ah bah ouais, BXW. là, ils ont- Arrête, ça y est. C'est la fiesta, la fiesta. Ils sont même dans le Tag Team Tournament féminin, dont on n'a pas parlé, mais on pourra peut-être en dire deux mots après. Alex Reynolds et John Silver qui sont battus par Cody et l'ex Zack Ryder, donc Matt Cardona. Qu'est-ce que tu en as pensé, Mehdi? bah, je citerai ce grand doublage français de Jack Nicholson dans Batman, de la merde, de la merde. Voilà. Je suis plutôt d'accord. Ouais. Là aussi, Ça amène un truc intéressant que je viens de pas te voler. vas-y, vas-y. Non, je disais, ça amène un truc intéressant que je viens de pas te piquer la joie d'annoncer quand même. Sur le chemin, non pas de l'école, mais le chemin vers le... Vers la sortie, Voilà. il y a quelqu'un qui se cache dans l'ombre, Mhm. un scorpion du ciel. Oui, oui. Sky qui réclame son dû, Voilà. c'est-à-dire le championnat TNT, bah Cody, C'est ça. le grand Cody, le généreux, bien sûr qu'il dit oui. Dans sa mansuétude, il vient smirker, faire un petit sourire en coin pour lui dire c'est bon, c'est validé. Mais en tout cas, pour Matt Cardona, franchement, j'allais dire Carbonara. Ouais, c'est ça. Cardona, le début, pas plus tiède que ça, tu meurs hein, quand même. En plus, Cody, c'est lui qui est le plus présent dans le match. On comprend pas pourquoi d'ailleurs. Oui. C'est Bah, censé être- comme d'hab, quoi. Et comme d'hab, oui, voilà, c'est pour ça que j'allais pas en rajouter. Déjà. Verser mon venin de vulgarité sur lui. C'est ça, t'as fait ta promo toi-même. Par contre, il y a une rumeur qui circule. Que Matt Cardona ferait très bien les carbonara. Non, ça n'a rien à voir. Ah, ça peut-être. Faudrait demander à Chelsea Green. Je crois que c'est elle, sa fiancée. Comme t'es renseigné. Ah, voilà. Mais il y a une rumeur qui circule que Cody aurait très envie de former une version 2020 des Four Horsemen. Ah, je croyais que tu allais dire qu'il avait très envie de pâtes, mais c'est pas ça. Je pense qu'il a très envie de pâtes et quand il en a envie, il Voilà. les a. Mais il y aurait Cody, il y aurait peut-être Matt Cardona du coup. Il y aurait peut-être les FTR, parce que Aaron Anderson et Tully Blanchard, bah, on les a bien vus les premières semaines, les scouter, comme on dit en anglais. Et pourquoi pas Sean Spears, tiens. Hein Ouais, moi, j'aimerais bien qu'il fasse fasse quelque chose. Et si c'était par rapport à ça, et ben pourquoi pas. Mais ouais. bon, l'idée de faire un remake des Four Horsemen avec ces gars-là, je sais pas si c'est si bénéfique que ça. Bah, ce serait pas fou pour l'instant, ça m'excite pas beaucoup et toi non plus apparemment, mais l'avantage c'est que ça, comme on dit dans Star Wars, ça éviterait le trouble de la force pas assez rééquilibré en termes d'écurie. Parce que là, on a le Dark Order qui s'en donne à cœur joie, mais c'est normal, puisque après avoir été autant moqué, là, c'est la fête pour eux, comme ça a été la fête pour Inner Circle. The Elite, de toute façon, on compte pas parce que ils sont membres fondateurs et qu'ils auront toujours une partie à faire et à dire. Donc, pourquoi pas à ce niveau-là, en termes de rééquilibrage des écuries, mais
Voilà, Voilà. moi, Cardona, je le trouve d'un ennui. Je le trouvais déjà hyper neutre et pas excitant à la WWE en Zack Ryder. Mais alors là, Ouais, surtout que même sur le ring, maintenant il a pris du bif, ouais, grave. Ça, par contre, tu peux pas lui ah, enlever. du coup, il est encore plus balourd et lent. Oh là Et- là. alors qu'avant, il avait au moins une espèce de rapidité. Voilà, Ouais, là, il y a même plus ça. Et puis son coup ad nauseam, dont j'ai pas le nom, où il saute, et un peu comme le Kenny, mais en oui, devant, quoi. Face à ça face. s'appelle le Radio Silence maintenant. D'accord. Ok. Justement, ouais, Bon. on a envie Et d'étendre bah, le film. ouais, c'est ça. On va en faire un d'ailleurs de silence radio le concernant. Ce qui nous amène donc à un single match où Big Swole vient à bout de Reba, l'assistante Oui, pas. comment Oui, dire. j'ai trouvé ça très bizarre parce que oui, c'est la Ouais, de Britt Baker, parce que le délire, c'est que Britt Baker avait toujours dit, avant d'affronter Big Swole à All Out, elle allait la faire affronter une catcheuse de son choix et elle allait pas rigoler. Mais du coup, au dernier moment, ben, elle nomme Rebelle, donc c'est sa maquilleuse qui est une ancienne catcheuse. mm, Et donc, elle est obligée d'aller sur le ring et de catcher. Mais du coup, elle se fait vite avoir par Big Swole, même si elle donne des trucs. Elle tente un moonsault, elle fait des sacrés kicks et tout ça. mm. Donc c'était à la fois c'était bizarre parce que c'était un peu au dernier moment et puis si tu veux faire du mal à ta rivale, pourquoi envoyer ta maquilleuse et pas je sais pas une Awesome Kong ou une Nyla Rose par exemple. Bah, au Son Kong, c'est mort, quoi. Bah Et ouais Nyla mais Rose, elle a pas de lien particulier, donc voilà. ouais mais pourquoi pas. Bah, Ouais, honnêtement, là, je te dis non, hein. Sur les deux que t'as proposés, je te dis non. Et quelque part, ça marche bien parce que ça reste aussi absurde que le côté rôle modèle. Et je pense que tu dois penser la même chose, hein, mon cher Cortex. C'est que voilà, ça marche bien parce que c'est rigolard, c'est pas long, c'est en dessous de 2 minutes. Les deux sont chacune à leur manière rigolote et ça passe bien, quoi. ouais, On n'en ouais, demande pas plus. ouais, Dans la même ordre d'idée, on va pas s'étendre non plus, mais on a eu aussi un concours d'élocution, de ah, plaidoirie entre Orange Cassidy et Chris Jericho. c'était fort. Euh, C'était C'était fort. J'ai trouvé ça extrêmement malaisant, moi. Oh, Ouais, mon Dieu. je trouvais ça malaisant. Je vais pas dire mauvais parce que je vais expliquer pourquoi ce serait pas inapproprié de ma part. Je ne l'avais jamais vu parce qu'à part sur et il parlait avec une diction pas en mode chat, mais à part dans le documentaire de c'est Kevin Johnson, c'est ça? Ouais. Ouais. Voilà, qui fait plein de documentaires géniaux sur plein de catcheurs, notamment en particulier indépendants. Et il en avait fait un sur Orange Cassidy. Et ça se voyait pas beaucoup parce qu'il posait sa voix, il avait sa diction, et notamment sa diction de mec détente à la cool. Sauf que je pense que Orange Cassidy, le catcheur comme l'individu civil, a un problème d'élocution. Il a une espèce de petit chuintement. Et Ah bon. ouais, tu regarderas l'arc, et c'est très choquant en fait. Moi, ça m'a complètement sorti. Et même au-delà du personnage qui normalement ne devrait pas être dans une forme de chat aussi soutenue, je dirais, et ne marcher que principalement par du non-verbal ou du très limité en termes de mots, bah ça a fini de complètement sortir du truc. Ah bah dis donc. Ouais, comme quoi, tu vois, Je c'est suis, bien. je suis estomaqué, tiens. Voilà, et Dieu seul sait que tu connais mon amour pour Orange Cassidy, mais voilà, ça m'a vraiment perturbé, hein. Regarderas, c'est vraiment très apparent, effectivement, le petit souci d'élocution comme Ah, ça. moi, ça m'a pas du Ouais. tout marqué. En tout cas, je l'ai même pas remarqué. Mm. Euh, mais du coup, bon, même si la question un peu chelou de qu'est-ce que vous pensez des niveaux marins, juste pour faire la blague de le mec, C'est quand il ça. a un sujet, il défonce tout parce qu'il a appris par cœur. Et juste pour avoir la tête Mm. excellente de Chris Jericho, qui est bah, lui aussi estroqué. Et Eric Bischoff en médiateur, on l'a pas précisé.
Oui, oui, donc c'est Eric Bischoff, le médiateur, donc ancien président de la WCW du temps où elle était sur la TNT, hein, je me rappelle. Mais sinon, la fin surtout, parce que sinon c'est du Chris Jericho classique qui Ouais. démontre son adversaire comme il faut, comme il seul sait le faire. Mais la fin où Orange Cassidy finit par dire ouais, j'ai peut-être l'air de d'en avoir foutu de tout et de rien, mais tu m'as eu la première fois et tu m'as fait du mal et t'as fait du mal à mes amis. Et du coup, ce second match, j'en ai quelque chose à foutre. Et tu vas voir que quand j'en ai quelque chose à foutre, je me sors les mains des poches pour pas dire du cul. Ouais. Et c'est moi qui vais te défoncer ta gueule, quoi. Mm. Donc, et du coup, même si je trouve ça démystifie un peu le personnage de Orange Cassidy, surtout que tant vrai public, c'est complètement dommage de faire ce genre de truc, mais ils ont pas trop le choix maintenant. C'est ça. Vu comment la situation est aux États-Unis, c'est pas prêt de s'arranger. Euh, je trouve que ça met vraiment, vraiment en valeur leur rivalité et leur match à un point où tu te demandes si ils n'avaient pas finalement prévu de faire ce deuxième match pour en faire un troisième, une sorte de belle vraiment épique et intense et sérieuse à All Out. Parce que les deux gars, c'est les vraies grosses stars de la EW maintenant. Je peux tout dire sur Moxley ou Cody ou les Young Bucks, et c'est eux qui font les audiences. Et la preuve, cette semaine, ils ont dépassé les 900 000, un chiffre qu'ils n'avaient pas dépassé depuis le début de l'année. Même NXT avait un beau chiffre par rapport à ce qu'ils font depuis quelques semaines, mais rien à voir, quoi. Donc, preuve que les deux, ils marchent de ouf, quoi. Donc ils font bien les exploiter. Puis même Jericho, il était parfait dans son rôle parce que même à la fin, quand il se fait complètement aligné verbalement, eh ben, il est obligé de demander à Jake Hager from Bellator de défoncer la gueule de Orange Cassidy à sa place, quoi. Donc non, pour le coup, c'était très bien orchestré et tout ça. Donc moi, j'avais pas remarqué ce qui t'a peut-être sorti du segment, mais moi j'ai trouvé qu'il était. Alors, j'y suis un peu revenu quand même, tu le rappelles à ma mémoire, quand il lui a sorti cet arc-là, moi moins choqué, quand tu l'as sorti, j'ai l'air d'en avoir rien à cirer, mais en réalité je suis concerné, mais c'est simplement que je m'enflamme quand il y a besoin de s'enflammer, qui était pas trop mal, mais voilà, j'ai trouvé que vu le setup, machin, c'était un peu... puis un peu longué peut-être, enfin bref, un peu comme ce qui va suivre d'ailleurs. Je te laisse amorcer les choses. L'amorce, c'est qu'à un moment, on a une mise à jour, une annonce, un suivi de la campagne, pas électorale, mais championnat de MJF dans les locaux de sa campagne. Et qui fait montrer les derniers sondages, donc il le place à 100% contre moins 88% pour Mosley. Qui est toujours imbuvable avec ses employés. Il est génial, NG. Mais bien sûr. Bien sûr. Voilà. Dis-le un peu plus, ça fait très plaisir à Félix. Au heal imbuvable, justement, t'as envie qu'il se fasse casser la gueule. Bah oui. Et c'est le seul qui arrive parce que même avec les fans, il est vraiment une grosse ordure à se demander si la WWE va pas vouloir à un moment le calmer, mais c'est que comme ça qu'on peut être un vrai heel, quoi. Et bon, passe. Ouais, et là où il est magique de la trempe d'un Chris Jericho, c'est qu'il peut le faire en étant présent sur le ring et en assurant athlétiquement, comme il peut le faire à distance que par du pur arc, soit micro sur le ring, soit en dehors, avec des arcs filmés comme ça. Le mec est hallucinant. Voilà. Vraiment, il est incroyable. Et surtout, ce que ça met en place dans le segment, c'est que à un moment, on lui demande oui, mais si c'est Darby Allin qui finit par être champion à la fin de la soirée, c'est pas Moxley que vous allez affronter. Et il dit bah tant mieux, moi je préférais affronter un Nemo tout squelettique à moitié endormi que Moxley, quoi. Donc du coup, ça prépare ce qui va se passer dans le match parce qu'après il y a Moxley contre Allin, deuxième opus. Boring. Dire ça avec Moxley. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça si boring que ça
parce que je trouve qu'ils avaient bien mis en place le truc avec une promo un peu plus tôt dans la soirée de Moxley qui était encore une fois plutôt bonne. On parlait déjà de la promo qu'il avait fait sur Brian Cage avant son match contre Brian Cage. Mais celle-là, elle était bonne parce qu'elle rappelait l'histoire qu'il avait avec Darby Allin, c'est-à-dire qu'il avait eu un super match contre lui l'année dernière à Dynamite, enfin l'automne dernier, où il l'avait fini avec un DDT depuis la troisième corde hyper dangereux. Et donc il disait qu'il connaissait le genre de gars qu'est Darby Allin, c'est-à-dire que il pourrait crever pour gagner, quoi, littéralement, et qui sait pas dire stop et qui sait pas abandonner. Et Moxley qui lui dit mais je te préviens, moi j'aurais pas peur de te faire abandonner, quoi. Et quand tu devras abandonner, tu seras obligé d'abandonner parce que moi je compte garder mon titre le plus longtemps possible. Et justement, c'était ça l'histoire du match, c'est-à-dire que Moxley était clairement supérieur à Darby Allin, même si Darby Allin donnait des super trucs parce que c'est Darby, quoi. Mais Moxley le martyrisait vraiment, même à contre-cœur, et je trouve il le faisait très bien. Il a même fait appel au slipper de Suzuki enchaîné avec son combo Gotch Pile Driver. Donc ça, c'était plutôt cool parce que ça faisait une petite référence pour les fans de la New Japan, mais qui n'était pas indispensable pour ceux qui ne la suivaient pas. Et puis après, forcément, il lui met son finisher redouté, donc qui était évoqué dans la promo. Donc ça, il y avait vraiment un enjeu derrière le placement de ce finisher. Et il finit Darby Allin et il le serre dans ses bras, etc. Parce que tu sens qu'il y a une relation grand frère petit frère qui est établie depuis leur premier match. Oh, je dirais même filiale. Oui, t'as raison. Donc du coup, au niveau narratif, il y a tout fonctionne, quoi. Bon, certes, c'est pas du grand Darby Allin, mais en même temps, le gars, il a eu une mini commotion il y a 2-3 semaines. Moxley, c'est pas Kenny Omega non plus. Mais moi, franchement, ça a tenu sa promesse. Moxley, il a eu son moment de saignement. En plus, le sang coulait d'une telle façon que ça lui créait presque des larmes. Donc ça jouait dans le truc. Et en parlant de sang, on a oublié de parler d'un truc hyper important plus tôt dans le show, on en parlera après. Oui. Mais voilà, moi j'ai plutôt apprécié, même si vous en avez pas parlé la semaine dernière avec Jérôme, mais Darby Allin, il est 5e du classement, du coup, au niveau classement sportif. Bah, pourquoi il a un match de championnat? Mais bon, après, pourquoi pas. Et puis, on rappelle l'intervention de MJF qui croit pouvoir faire perdre John Moxley, en fait, non. Donc voilà, tout ça pour mettre en place leur match à All Out qui est maintenant officiel. Voilà, j'ai assez déblatéré. Qu'est-ce que vous en aviez pensé, les gars? Parce que j'ai l'impression que Tréa, toi, tu l'as vu ce match. Et j'étais en train de le regarder en sous-texte, sans le son, mais ouais, en loose day. Non, mais il a l'air. Je comprends le côté boring que Mehdi pourrait voir. Après, c'est un squash match. C'est Darby Allin qui fait clairement pas le poids. Il est juste là pour se faire défoncer, pour faire avancer la storyline. Et je pense que c'est peut-être que ça tease à une tag team en fait entre Moxley et Darby Allin, parce que ils sont assez similaires dans leur style. Tu vois, ils ont un côté très hardcore. Darby Allin, c'est un fou furieux, clairement, et Moxley dans le genre ouais, tiens, si on mettait des fun tags partout sur le ring et c'est pas le dernier. Non, j'aime beaucoup la dynamique qu'il y a entre les deux. J'avais déjà vu leur premier match justement, donc Dynamite 8 si je me souviens bien. Non, j'aime beaucoup leur dynamique, le côté très rebelle de Darby Allin avec le côté vétéran du catch qui met des grosses patates de John Moxley. Non, c'est assez intéressant, quoi. Il y a une bonne dynamique, et puis alors par contre Darby Allin, là je suis en train de le regarder en même temps, il scelle, mais enfin Dolph Ziggler fait pas aussi bien, quoi. Non, ça c'est clair. Voilà, et pourtant Dolph Ziggler à mon sens c'est genre le meilleur seller de l'univers WWE, quoi. C'est un truc qu'on peut pas lui enlever, ouais, c'est sûr.
Non, bah écoutez, moi je suis plutôt convaincu par ce que vous dites. Ça me fait relativiser, alors pas fondamentalement changer le fait que je me suis ennuyé, mais je vais revenir et je pense que ça permettra de conclure sur cet arc AEW, sur les paroles sages de Félix, d'il y a maintenant 2 semaines et même une semaine par l'esprit dans les notes qu'il nous avait laissées, à savoir que bah en fait la AEW c'est vraiment même si je suis très hypé sur un point de vue purement athlétique, je suis très heureux de retrouver plein de gens, mais l'AEW, en plus des matchs athlétiquement parlant, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Ouais, hein. Voilà, vraiment, je me retrouve en fait avec ce truc, et cette sensation-là, je ne l'ai pas eue depuis, je crois, le milieu des années 2000, avec un arc dont j'avais déjà parlé et qui m'avait fait suivre avant que je lâche un peu l'affaire du catch pendant quelques années, qui était l'arc entre l'Undertaker et Edge, dont j'avais parlé d'ailleurs sur notre émission spéciale Undertaker, disponible, comme le disait Félix tout à l'heure, dans la section playlist YouTube de podcast. Et ouais, voilà, c'est quand même assez fort en fait de me retrouver sans m'en rendre compte et en parlant avec vous, avec ce genre de feeling, de me dire ouais, vivement la semaine prochaine, même si j'ai pas été satisfait, vivement la semaine prochaine. Ouais, et puis bah justement, juste avant de conclure, on parlait de sang, et on a oublié de dire que Matt Hardy nous a fait une promo sur le ring pour Oh nous dire là 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 ouais, qu'il abandonnait, entre guillemets, l'idée de nous proposer son chef-d'œuvre de multivers avec ses personnages multiples. Et moi, j'étais en mode, mais merci, merci. Ouais, s'il te plaît. Et puis c'était quoi son t-shirt alors? J'espère que je suis pas maladroit et que c'est pas un truc pour une cause, on va dire genre une maladie ou un truc comme ça, mais más fuerte que la muerte là, c'est quoi ce truc? Non, non, c'est lui la cause, c'est lui la maladie. Euh, Pire que moi. Depuis longtemps, Non, le milieu des années 2000, il a un truc un leitmotiv plus fort que la mort. Parce que c'est un mec qui est passé par des problèmes d'alcoolisme ou de gros problèmes privés, etc. Ah, ok, comme Jeff quoi. Voilà, bah oui. Et et puis, il s'est oui, vas-y, dis. fait piquer sa nana par Edge, en passage. Par exemple, oui, voilà. Ouais, il avait Là, fait un truc encore plus, je trouve, mais euh, et voilà. Mais après, moi, je suis assez d'accord avec toi. Franchement, Dilette, c'était juste non, quoi. Enfin, la EW n'a pas ce côté que peut se permettre la WWE d'avoir des personnages entre guillemets mystiques. C'est, tu peux pas faire un Undertaker qui fait apparaître des flammes et puis alors le Vanguard Vanguard un point. C'est quoi son nom? maintenant Vanguard, ouais, mais c'est plus. c'est Neo One. Ouais, enfin, voilà, le délire du drone. Enfin, ok, ça marche sur YouTube, c'est sympa, mais putain, là, les gars, vous êtes dans une des plus grosses promotions de catch mondiale. Enfin, soyez un minimum sérieux, quoi. Proposez-nous des trucs que justement on ne veut plus voir à la WWE, c'est-à-dire du mystic cheap, quoi. Parce que Bah, clairement, c'est ça, quoi. je pense aussi qu'ils sont un peu condamnés sur une espèce de double promo hype internet qui existait déjà il y a quelques années mais pas aussi poussée, et création de mèmes. Enfin c'est hyper multiple maintenant, le fait d'exister. La télé en tant que telle, c'est pas ce qui va venir vendre les choses. Il faut aller négocier sur d'autres terrains en termes de collab. Il faut essayer d'être à l'origine de même. Et un truc aussi naze que ça peut faire créer effectivement un même internet. Tu vois, un Kisly, il n'a pas besoin de ça en termes de qualité athlétique, de selling et machin. Mais pourtant, qu'est-ce qui a fait le tour des internets? C'est quand il est venu pousser dans les gradins Adam Cole en mode charge. Quand il est Oui, mais venu. c'était crédible. Je veux dire, c'est pas le mec qui fait apparaître du feu, tu vois. Il déclenche les pyros à distance par la simple force de sa pensée. C'est ça que je veux dire. Je veux pas voir. Non, mais après, encore, le côté mystique en lui-même, je pense que tu peux le faire d'une certaine façon, mais c'est très compliqué. Oui.
a vraiment réussi. Hein. Bah, De Finn s'en tord tant bien que mal. S'en sort tant bien que mal. Oui. Et en plus, Matardi, je finis, mais Matardi, le délire du multivers et tout, c'est pas nouveau, quoi. Ça y est, ça a fait son temps maintenant. Ouais. Ouais, truc de vieille gloire qui n'en finit plus. No comment, on s'arrête là-dessus. Pour le... On s'arrête pas tout à fait là-dessus, je suis désolé, mais pardon. Le délire de Matardi, c'était de dire, bah du coup, maintenant mon objectif, il est double, c'est je vais être le mentor de Private Party et je vais m'attaquer à Sami Guevara qui ne veut pas que je sois son mentor. Ça c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Donc Sami Guevara qui l'attaque violemment et qui le positionne sur une table et puis qui lui balance une chaise dans la gueule sans même la plier. Et donc Matardi, il se prend dans le crâne l'un des pieds de la chaise et du coup il pisse le sang. Alors ça j'ai pas vu parce que tu m'as balancé l'info, mais j'ai pas vu, j'ai repassé l'arc vidéo, j'ai pas vu le moment où il lui envoie la chaise. Il le filme très subrepticement parce qu'il voit bien que le mec il se l'est pris violemment dans la tronche, quoi, limite dans l'œil. Et donc merde. Sami il continue à faire son jump et tout. Et apparemment Sami s'est bien fait engueuler tu m'étonnes. dans les coulisses. Parce que, Matardi, il a failli perdre son œil, et puis en plus, il a perdu, enfin, pas des litres, mais... Donc c'était pas fake, hein, le saignement. Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est il y avait deux chaises qui étaient, entre guillemets, gimmick, qui étaient plus légères. Et en fait, Sami Guevara, il n'a pas trouvé la bonne chaise, il a paniqué, il a pris la première chaise qui est tombée sous la main, il a balancé à laquelle de Matt. Sauf que, elle était beaucoup plus lourde, la chaise. Matt se l'est prise dans la gueule. Elle commence à pisser le sang. Du coup, bon, il a terminé son spot vite parce que, bon, c'est en train de pisser le sang. Mais tu le sens, il est pas serein. Déjà, quand il est en train de faire... c'est sûr. Ça a aidé, en fait, à l'arc, mais c'est sûr que c'est, d'un point de vue prise de risque et professionnalisme, c'est pas top, ouais. Non, pas du tout. Et du coup, comme disait Félix, il s'est fait enguirlander derrière. Et c'est assez chaud pour lui, surtout surtout qu'il revient exactement. De suspension, c'est pas ouf. Non. Après, il est vachement jeune. C'est pas grave. Il a Matardi n'a pas l'air truc très grave non plus. Donc, je pense vraiment que ça doit être lié à une dimension aussi peut-être d'agacement et de moins de souplesse de notre part vu ce dont il revient d'une certaine manière, hein. Pour rappel, il a été suspendu suite à la mise en avant du fait qu'il avait déclaré de manière très peu finaude, on l'a déjà dit dans une interview au sujet de Sasha Banks, je cite, je la violerais bien, parce qu'on parlait de sa plastique, voilà. Donc, mais je pense que ça n'a pas ajouté au capital sympathie mais oui, c'est des erreurs de jeunesse, malheureusement ça arrive, mais c'est sûr que ça arrive pas dans un bon enchaînement, on va dire, si tant est qu'il y a un enchaînement bon à avoir pour ce genre de choses. Voilà. Oui, c'est bon, donc j'interromps rien là cette fois-ci, mais tu as bien fait de me reprendre pour préciser. Comme tu le dis, donc, next,